top peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière, comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo un petit peu spécifique, puisque nous allons parler vocabulaire, lexique, termes techniques que l'on retrouve dans le monde du rhum. Je trouvais ça intéressant, je trouvais que c'était une bonne idée de vous expliquer un petit peu en tant que consommateur ce que certains termes voulaient dire. Parce que dans le milieu des spiritueux, en général, on trouve de temps en temps des termes qui peuvent être un petit peu techniques, qu'on ne comprend pas toujours. Donc on va essayer de mettre aujourd'hui des mots dessus, de vous expliquer et de vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc cette vidéo elle s'adresse un petit peu plus aux néophytes, plutôt qu'à des personnes qui ont l'habitude d'évoluer dans le monde du rhum. Maintenant, on sait qu'une petite piqûre de rappel, de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, ça ne sera pas une liste complète, j'ai sélectionné un certain nombre de termes que je trouve intéressants, qui reviennent souvent, mais voilà, on pourrait en parler pendant 4 heures, et on pourrait tout expliquer, voilà, on va essayer de faire simple, de faire court, que vous puissiez comprendre. Et surtout, je le fais avec mes mots à moi, donc il se peut qu'il y ait quelques imperfections, que certaines choses que je dise puissent être corrigées, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez une connaissance plus aiguë que la mienne, ce qui est possible, ce qui peut arriver, car l'ours n'a pas la science infuse, eh bien vous le dites tout simplement dans les commentaires et on en parlera. Voilà. Alors, le premier terme, c'est le vezou. Le vezou, qu'est-ce que c'est? On en entend souvent parler. C'est tout simplement le jus de canne qui est fraîchement pressé, qui sort directement. Et ce jus de canne va s'appeler vezou. C'est ceci qui va nous donner le rhum agricole. On reviendra dessus. Ensuite, nous avons le miel de canne. Le miel de canne, c'est du jus de canne, donc du vezou, qui est réduit très lentement, ce qui va permettre à l'eau de s'évaporer. Et ça va donner un espèce de sirop qu'on appelle du miel de canne. Troisième chose, la mélasse. Qu'est-ce que c'est? C'est le déchet qui est produit lorsqu'on fait du sucre. C'est la partie du jus de canne que l'on ne peut pas cristalliser. Ce type de matière première est donc à la base un résidu de l'industrie sucrière. Au contraire du vezou, la mélasse est souvent considérée comme un produit de seconde main, un petit peu grossier et inférieur. Cette matière, elle ressemble à un espèce de caramel très collant et très aromatique, qui sent souvent très fort. Il ne faut pas confondre la mélasse avec la bagasse, puisque la bagasse, c'est le résidu fibreux de la canne à sucre lorsqu'on a extrait le jus de canne, donc le vezou. C'est une espèce de paille, visuellement, qui peut servir par exemple à tout simplement faire chauffer les distilleries avec leur chaudière, ou qui peut être utilisé sous forme de briques de paille, qui peut être tout simplement recyclé, voire même utilisé comme fertilisant dans certaines cultures. Donc dans la canne à sucre, lorsqu'on l'utilise vraiment, il n'y a pas grand chose qui se perd, puisqu'on peut avoir le sucre d'un côté, on peut avoir notre pur jus de canne à sucre, on peut en faire du miel, de l'autre côté on peut en faire de la mélasse, et on récupère même la bagasse pour d'autres utilisations. Donc c'est quand même un beau produit que la canne à sucre. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, le rhum agricole, on en parlait au début, c'est tout simplement donc une eau de vie de canne à sucre qui est issue du vezou, donc du pur jus de canne à sucre. Et c'est ce qu'on appelle les rhums agricoles. Les rhums agricoles, ils représentent entre 4 et 5% de la production globale mondiale de rhum. Donc c'est plutôt très peu. De l'autre côté, nous avons les rhums industriels, qui est aussi une eau de vie tirée de la canne à sucre, mais qui est fait à partir du miel de canne ou de la mélasse. Et ces rhums industriels, ils représentent donc l'autre partie, c'est-à-dire entre 95 et 96% de la production mondiale. C'est donc énorme comparé au rhum agricole. Le rhum vieux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un rhum qui, théoriquement, a vieilli pendant plus de 3 ans. Il peut y avoir plusieurs sous-appellations de rhum vieux. Le VO ou VS, donc Very Old ou Very Special, qui correspond effectivement à un vieillissement de 3 ans. Nous avons aussi le VSOP, le Very Special Old Pale, qui correspond à un vieillissement de normalement 4 ans. Puis nous avons les XO et les Hors d'âge, qui sont des rhums qui ont été vieillis pendant plus de 6 ans.
Alors attention tout de même, ces appellations, elles ne sont applicables que lorsqu'on a un rhum qui est AOC de Martinique ou qui est IGP de Guadeloupe. On a un autre terme aussi, c'est underproof et overproof. C'est tout simple. Underproof, ça veut dire que la bouteille est à moins de 50 degrés d'alcool. Overproof, ça veut dire qu'elle est à plus de 50 degrés d'alcool. L'overproof, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans la Royal Navy puisqu'ils transportaient du rhum, qu'ils avaient des canons, donc ils avaient de la poudre à canon, que la poudre à canon, ça n'aime pas l'eau, ça doit être sec pour pouvoir fonctionner. Et donc, les rhums qu'ils transportaient, ça arrivait que ça se casse la gueule dans les cargaisons et que ça tombe sur les cargaisons de poudre. C'était pas forcément dans les navires de combat, ça pouvait être dans les navires de commerce, qui avaient les deux dans la même cale. Et en fait, le overproof, quand on était au-dessus de 50 degrés, théoriquement, eh bien, la poudre à canon, si le rhum tombait dessus, elle fonctionnait encore, puisqu'au-delà de 50 degrés, la poudre à canon était encore inflammable. En dessous, elle ne l'était plus. Single cask. Single cask, qu'est-ce que c'est? On entend aussi ça dans le monde du whisky. Single cask, on peut aussi dire single barrel. Ça veut tout simplement dire fût unique. Donc quand vous avez cette dénomination sur votre bouteille, single cask, ça veut dire qu'elle vient d'un seul et unique fût. Autre terme anglais, le terme blend. Le terme blend, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a affaire à un assemblage de rhum. Donc ça peut être un assemblage de différents rhums de différentes distilleries, ça peut être de la même distillerie, mais avec des années différentes, ça peut être de pays différents, on peut avoir vraiment des blends complètement différents. Ça peut être un blend rhum agricole, rhum industriel, ça peut être absolument tout. Encore un terme anglais, le cask strength ou foolproof, que l'on nomme en français le brut de fût. Brut de fût, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le liquide, il est issu directement du fût et qu'on va l'embouteiller directement comme il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'addition, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de réduction, on le sort du fût, on le met directement en bouteille. Encore un terme anglais, chill filtered. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement en français la filtration à froid. La filtration à froid, elle consiste à filtrer le rhum via plusieurs filtres à une température qui est située entre 0 et moins 10 degrés. Ceci afin d'éliminer certaines matières, un petit peu de gras, certains résidus qu'il pourrait y avoir dans le rhum. Un rhum non filtré à froid, donc unchill filtered, c'est un rhum qui va être souvent un petit peu plus puissant, un petit peu plus gras, avec plus de notes, un petit peu plus de caractère qu'un rhum qui a été filtré à froid. Batch, qu'est-ce que ça veut dire batch? Je le dis très mal, c'est un terme aussi anglais, qu'on retrouve par exemple sur cette bouteille de Mézane, on le retrouve tout en bas. On a le petit batch tout en bas. Ça veut dire tout simplement un lot. Donc là, batch numéro 4997, c'est le lot numéro 4997. Et souvent, on a des nominations même de small batch. Qu'est-ce que ça veut dire, small batch? Ça veut dire que c'est des lots qui sont vraiment restreints, donc qui peuvent être en édition limitée ou en très très petit contingent. Un finish, qu'est-ce que c'est qu'un finish? Un finish, c'est une finition. Par exemple, cette bouteille de plantation, c'est marqué tout en bas, ici, on va essayer de vous le montrer à la caméra, c'est marqué finish. Donc là, on sait qu'il y a une finition, pour le coup, en red pinot, donc en fût de vin rouge. Une finition, généralement, c'est quelque chose qui est assez court. On va avoir des finitions qui vont souvent se faire entre 3, 6, 8 mois, rarement 12 mois, très très rarement 18 mois. Ce sont normalement des choses qu'on va affiner de manière assez courte. Les finitions, elles peuvent se faire dans plein de fûts différents. Là, on était sur un fût de Pinot Rouge, ça peut être des fûts de Porto, ça peut être des fûts d'anciens fûts ayant eu des sherry, des vins, de la bière. On peut vraiment avoir des fûts qui ont absolument tout eu, ou tout simplement des fûts neufs. Ça existe aussi. C'est une finition. Il ne faut pas confondre les finishes avec double vieillissement. Les doubles vieillissements, ce sont des processus bien différents, puisqu'en fait, le rhum va être mis à vieillir, par exemple, dans son pays d'origine, au Pérou, pendant X nombre d'années. Et ensuite, quand il va revenir, et par exemple qu'un embouteilleur va le prendre et va l'embouteiller en Europe, il va le remettre à vieillir, par exemple 1 an, 2 ans. Et donc là, on a effectivement eu un double vieillissement.
Il faut noter que dans le processus de double vieillissement, on sait que généralement, le vieillissement sous les climats tropicaux est beaucoup plus rapide et amène beaucoup plus d'arômes, puisqu'en fait ce sont souvent des pays un peu plus chauds, plus humides, donc les caractéristiques sont vraiment différentes, alors que le vieillissement quand il va se faire en climat européen, eh bien ça va être différent puisque ça sera plutôt un peu plus tempéré, ça sera souvent un peu plus sec, donc voilà, on aura peut-être un peu moins d'échanges, et ce sont des procédés qui permettent d'avoir un intérêt gustatif autant que financier. Allez, on termine là-dessus. J'espère que vous aurez appris des choses avec cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. Je l'ai dit, c'est vraiment pas exhaustif. Il reste beaucoup de termes qu'il faudra qu'on aborde, et notamment le terme Solera que j'avais déjà abordé sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui restent à expliquer. Je les ai expliquées rapidement. J'espère que ça vous aura appris aussi et que ça vous aura permis de comprendre un petit peu plus le monde du rhum. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles dégustations, de nouvelles vidéos. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.